Alors, bonjour tout le monde, bon midi. Merci de vous joindre à nous pour certains, en fait, j'imagine, pour la troisième fois. D'autres, ça doit être la première fois que vous vous joignez à nous. Alors, merci beaucoup. C'est un honneur de vous avoir avec nous. Ce midi, on va parler d'ateliers de travail virtuel, donc de comment mener avec succès des ateliers de travail virtuel. C'est un peu évidemment la suite logique des deux premiers sujets que nous avons couverts. On avait couvert au départ les différentes phases de la gestion d'une crise. La semaine dernière, on s'était concentré sur les communications internes, donc comment communiquer de manière efficace à nos équipes internes. Et bien évidemment, dans le mode de travail dans lequel on est en ce moment, il y a cette nécessité-là de non seulement tenir des réunions, mais de faire des ateliers de travail. Et pour s'assurer que ce soit un succès, s'assurer qu'on ait des outcomes à ces ateliers-là, bien, il y a certaines règles de base, certains trucs à mettre en place. Et ça a été une des demandes, en fait, aussi, qu'on a vu, un des besoins par rapport au feedback qu'on a reçu sur les deux premières sessions. Alors, l'objectif aujourd'hui va être de présenter une approche le plus précis possible et des techniques pour vous aider à réaliser des ateliers dans une formule virtuelle au sein de vos organisations et même avec d'autres parties prenantes. Dans le même format que la semaine dernière, en fait, il y a Adil Mansouri, qui est directeur dans notre équipe d'innovation, qui se joint à moi et qui va vous passer à travers, en fait, ses trucs et astuces et comment il dirige ses ateliers. Salut Adil, ça va bien? Salut Olivier, très bien, merci. Good. Et toi? Oui, ça va bien, ça va encore bien. Pour ceux qui ne savent pas, c'est la deuxième. En fait, c'est la deuxième séance de la journée. On fait deux sessions, une session à 7h30 et une session à midi. Donc, on s'est rodé un peu ce matin. Un peu comme la semaine dernière, en fait, ce qu'on va faire, c'est que pendant qu'Adil va présenter le matériel, moi, je vais regarder les questions entrantes et lui poser au besoin. Et des fois aussi répondre directement. En fait, on a une petite équipe qui répond aux questions. Et on est aussi, vous allez voir, on va vous présenter des cas précis, en fait, là, des cas sur lesquels on a travaillé chez nos clients. Et on a Maud Hélène Joyal de notre équipe de gestion de changement qui est aussi sur la ligne et qui va être présente pour pouvoir répondre à vos questions par rapport à ces cas-là, si besoin il y a. Alors, bonjour Maud Hélène, ça va bien? Bonjour à tous, oui, ça va très bien, merci. Parfait, merci. Alors, on commence juste pour se remettre un peu dans le contexte. Évidemment, cette série de webinaires-là est dans le contexte de la crise que l'on connaît. Quand on a commencé, c'était pour un peu expliquer aux gens et partager comment on devrait aborder une crise comme celle que l'on vit. On la vit en 3 étapes, en fait. Il y a la phase de réaction, ensuite de ça, il y a la phase de maîtrise, il y a la phase de reprise. C'est d'autant plus important, je pense, de parler d'ateliers virtuels qui nous emmènent à réfléchir à la co-création, à comment on peut générer des idées à travers l'intelligence collective quand on est en train d'entrer dans la phase de maîtrise, comme c'est le cas maintenant. Alors, je pense que les organisations ont repris leur base, réalisent qu'on va être dans un entre-deux pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et là, justement, il y a un besoin de se réorganiser, besoin des fois de développer des nouveaux produits, des nouveaux modèles d'affaires, des nouvelles manières de fonctionner. Et donc, d'avoir des ateliers efficaces est extrêmement important. D'autant plus, et même aussi ce que les entreprises commencent à faire, c'est de dire, OK, voici comment je vais opérer pendant les prochaines semaines, les prochains mois, mais garde aussi en tête le fait que, OK, il va y avoir une reprise et clairement, les modèles d'affaires, les chaînes d'approvisionnement les chaînes de valeur vont être différentes dans le futur. Donc, cette transformation-là commence dès maintenant. Puis, je l'ai vu là, en discutant avec certains de nos clients. Autre volet qui est important aussi, c'est que malheureusement, et on commence à le voir avec l'éclosion possible de nouveaux foyers en Chine, il faut qu'on accepte que dans les prochains mois, dans la prochaine année, il y aura fort probablement d'autres crises qui vont nous frapper.
un peu comme à l'image des secousses sismiques qui suivent un tremblement de terre, bien, il y aura d'autres foyers d'éclosion à certains endroits dans le monde qui vont nous emmener à, encore une fois, s'adapter et peut-être même nous aussi, recommencer à travailler en mode télétravail davantage. Donc, tout ça pour dire que c'est important de prendre, en fait, de prendre, pas l'opportunité, j'aime pas le mot, mais de prendre en fait le taureau par les cornes puis de dire, ben, OK, essayons de se doter des meilleures pratiques, essayons d'apprendre à travailler dans un nouveau mode dès maintenant. Et ces outils-là, ces habitudes-là qu'on va se donner, ben, ils vont nous servir pas juste pendant les prochaines semaines, mais à moyen et long terme aussi. Alors sur ce, Adil, je te passe la parole et je le répète, si vous avez des questions, on a une petite équipe en arrière qui regarde les questions, puis on va les soulever à Adil. Merci beaucoup, Olivier. Merci à tout le monde d'être sur cet appel, ce webinaire, et de nous suivre aujourd'hui pour répondre en fait à une question, à une problématique intéressante qui est de comment est-ce qu'on est capable de construire et animer des ateliers virtuels, surtout dans ce contexte-là dans lequel on est, dans lequel donc vous avez entendu Olivier en parler. Donc, on risque d'y rester pendant vraiment assez longtemps. Donc, on tend à apprendre certains skills qui vont être vraiment utiles pour la suite des choses. Alors, on va le voir, on va faire ce webinaire en 3 parties. On va avoir une petite introduction au début, donc un peu pour comprendre qu'est-ce que c'est qu'un atelier virtuel, voir quelques exemples aussi concrets, comme Olivier l'a expliqué au début. Puis après, on va aller voir nos 10 conseils essentiels pour réussir un atelier virtuel. Donc, ça, c'est basé sur notre expérience à nous. Donc, ça fait vraiment plusieurs années qu'on roule des ateliers virtuels, même avant la crise. Donc, on va partager avec vous nos pratiques à nous des différentes équipes de Talsom. Puis finalement, donc, on conclut avec quelques conclusions et des questions que si vous en avez, mais on va répondre effectivement aussi au fur et à mesure à vos questions. Donc, si on commence d'abord par l'introduction, et on veut commencer ici par définir d'abord qu'est-ce qu'on veut dire par un atelier virtuel, puis c'est important en fait de bien les distinguer, distinguer qu'est-ce que c'est qu'un atelier virtuel. Donc, au final, on parle pas d'un appel, c'est pas un town hall, c'est pas un scrum, c'est pas une réunion, et c'est pas non plus donc un projet. Donc, c'est vraiment une rencontre au fait collaborative qui a un objectif clair qu'on veut atteindre, et qui, bien évidemment, se fait en ligne. Et donc, quand on parle donc, de rencontres collaboratives, donc ce qu'on veut dire par là, c'est que notre intention derrière donc, cette rencontre-là, c'est d'amener les gens à participer, d'amener les gens à venir travailler ensemble, à nous donner leur feedback, donner leur input par rapport à une problématique, à un objectif qu'on veut atteindre, donc autour d'activités interactives et participatives. Et donc, comme je l'ai mentionné, donc on essaye de faire travailler les gens pour atteindre un objectif, donc qui peut être soit de brainstorm, trouver des idées, de lancement de produits, de campagnes, récupérer des requis. Donc, on va vous donner aussi quelques exemples de types d'ateliers que nous, on a fait. Certains qui sont beaucoup plus, on va dire, communs et d'autres un peu moins communs. Et finalement, c'est un atelier qui se fait en ligne. Donc, ce que ça amène, c'est plusieurs contraintes. Ça amène une certaine connaissance. Il faut avoir des outils, des plateformes. Donc, certains sont plus à l'aise que d'autres. Certains outils aussi sont meilleurs que d'autres. On va en parler de quelques outils sans prendre un parti pris, mais on va au moins lister certains des outils qu'on trouve intéressants à notre connaissance. Et donc, la vraie différence, au fait, entre quand on va parler d'un atelier, on va dire physique et un atelier virtuel, il y a une grande contrainte finalement qui est cet aspect humain qu'on perd lorsqu'on a donc nos ateliers virtuels. Et donc, c'est vraiment essentiel, au fait, de se dire que pour réussir un atelier virtuel, il faut essayer le plus possible de ramener cet aspect humain, ramener cette spontanéité au niveau des échanges, cet aspect personnel, cet aspect de confiance qui se crée lorsque les gens travaillent, donc cette expérience aussi. Et donc, c'est ce qui fait, au final, pour nous, en fait, c'est la grande différence, mais qui fait aussi qu'on est capable de créer un atelier virtuel qui serait une grande réussite. Donc, si on arrive à maintenir et à amener cet aspect humain le plus possible. Et donc, c'est ce qu'on va le voir tout au long de ce webinaire. Donc, certains de nos astuces
tourne autour de ça et se focus là-dessus. Donc, c'est vraiment notre ligne directrice, on va dire, pour les ateliers virtuels. Trois aspects importants aussi pour que l'atelier soit efficace, on va dire. Donc, le premier, c'est d'avoir une nécessité, donc de vraiment se dire, est-ce que j'ai besoin de faire un atelier? Est-ce que c'est nécessaire de faire cet atelier-là? Est-ce qu'il y a une problématique vraiment et un objectif qui me permet et qui me demande de faire un atelier collaboratif et virtuel? Le deuxième point important et très, très important aussi, on va le couvrir plus en détail après, c'est la structure. Et donc ici, il faut être capable d'avoir vraiment une structure très précise, d'avoir des attentes claires, des activités qui font du sens. On va parler aussi beaucoup des formats tout à l'heure. Et finalement, un élément qui est très crucial aussi, c'est la préparation de l'animateur. Puis finalement, donc un focus, donc l'un des éléments et on va dire des contraintes avec lesquelles on compose dans les ateliers virtuels, ben, c'est justement un peu le manque de focus que les gens peuvent avoir derrière leurs écrans. Et donc, on veut essayer le plus possible de les garder focusés, donc en maximisant le temps des gens, en essayant aussi donc de répondre à nos problématiques, d'être plus clair aussi sur les prochaines étapes et sur les responsabilités. Donc, comme je disais tout à l'heure, on parlait de quelques exemples. Juste avant, je vais voir avec Olivier, est-ce qu'on a des questions so far ou est-ce qu'on peut continuer? Non, tu peux continuer. C'est parfait. Les questions viendront. Super. J'en doute pas. Donc pour les ateliers, comme je disais, en fait, on fait beaucoup d'ateliers d'innovation dans notre pratique de studio d'innovation. Donc c'est des ateliers qui peuvent être vraiment très très variés. Donc on fait depuis très longtemps soit des business model canvas, des journey mapping, donc que ce soit au niveau des clients, au niveau des employés. Bien évidemment, on fait des ateliers d'idéation et de brainstorm, donc pour trouver des idées, des concepts et des nouvelles façons de faire. Puis finalement, on est même capable de vraiment diriger tout un design sprint et même des projets de design thinking à travers ces outils-là et à travers donc ces modes de travail virtuels. Mais ce que je veux partager avec vous, donc en plus de ces exemples-là, donc d'ateliers d'innovation, c'est vraiment plus des exemples beaucoup plus en fait différents de ces modes-là auxquels on pourrait penser. Et qui touche au fait de nos autres pratiques d'architecture et de gestion de projet et de changement. Le premier exemple que je partage avec vous, c'est celui donc d'un cas d'implantation d'un ERP chez un client, donc chez un de nos clients, donc qui est une firme de services en conseil en ingénierie. Donc ce mandat-là, donc l'atelier avait pour but de définir des user cases au fait pour ce ERP-là, donc pour ce lancement de ce ERP dans le cadre d'un projet de gestion de changement. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un atelier qui a regroupé plus de 36 participants, qui a duré 3 jours avec 7 heures donc à chaque journée. Donc quand même un atelier assez grand et assez massif, si on peut dire. Et beaucoup d'outils utilisés, Zoom, des guides, lignes téléphoniques, Excel. On reviendra sur les outils un peu plus tard par la suite. Mais ce qui est important de noter aussi, c'est donc le fait qu'il y a eu énormément de gens. Donc déjà, de par sa nature, cet atelier permettait de regrouper plusieurs personnes qui étaient dans différentes places. Mais aussi de noter le comportement du client donc avant, et je pense que c'est quelque chose que peut-être certains d'entre vous doivent se retrouver dans ce mindset-là, qui est un peu de doute et aussi un peu de scepticisme par rapport à ces ateliers. Est-ce que ça marche vraiment? Donc le client, donc on a noté, avait un peu certains doutes, mais finalement donc était dans une situation critique, puis il fallait le faire. Et bien évidemment, donc ce qui s'est passé, c'est que l'atelier s'est vraiment super bien passé. Il y a eu vraiment un très bon engagement des gens, très très apprécié de par son format, de par la façon dont ça a été géré. Et donc c'est pour ça que Maud Hélène est là. Si vous avez des questions par la suite, vous pouvez lui poser des questions par rapport à cet atelier en particulier. Le deuxième exemple, c'est l'exemple qui vient mettre en avant plutôt nos équipes d'architecture stratégique. Donc, c'est un mandat que Brian notamment a mené, donc qui était un atelier qui venait dans le cadre d'un software selection. Et donc, l'atelier avait pour but d'identifier des scénarios de RFP, de démonstration de RFP, mais aussi au fait de priorisation des requis qui avaient déjà été identifiés.
Donc là, vous voyez, on est quand même dans un autre cas de figure, donc d'ateliers beaucoup plus concrets. Et donc, on avait donc aussi remarqué un peu une ouverture d'esprit du client, donc au début, bien évidemment, avec une compréhension, bien sûr, de l'enjeu que ça pouvait amener. Mais finalement, donc, on a eu beaucoup de participation, on a eu vraiment effectivement, le nombre de personnes étant assez réduit aussi, a permis de vraiment bien répondre aux attentes et être assez efficace au niveau de cet atelier-là, mais ça a été, donc, somme toute, une très bonne réussite. Donc voilà, donc ça fait un peu le tour des ateliers, des exemples d'ateliers autres que les ateliers d'innovation, comme on peut dire. Puis donc, une fois qu'on a vu que ces ateliers-là fonctionnent, donc avant de commencer, bien évidemment, il faut se poser certaines questions. Et je pense que la première question vraiment importante, c'est de se demander, est-ce que j'ai vraiment besoin de faire un atelier pour atteindre mon objectif? Donc, ce que je veux dire par là, c'est très simple. On connaît tous le dicton ou la phrase populaire, est-ce que ce meeting finalement n'aurait pas pu être juste un email? Je pense que la question se pose aussi pour les ateliers. Est-ce que certains ateliers n'auraient pas pu juste être des emails, un meeting ou des chats? Donc, encore une fois, se rappeler que quand on parle d'un atelier, on s'attend à ce qu'on ait de la contribution des gens, de la participation, que ce soit beaucoup plus dynamique. Donc, on est vraiment dans une configuration différente. Finalement, se poser aussi la question, est-ce que j'ai vraiment besoin de cet atelier pour répondre à cette problématique, ou est-ce que je peux y répondre juste tout seul? Est-ce que j'ai besoin d'avoir vraiment tout un atelier pour répondre à cette question et à mon objectif? Donc, une fois qu'on a répondu et qu'on est d'accord et qu'on est convaincu que c'est un atelier qu'on veut faire, bien évidemment, se poser les deux questions importantes. Est-ce que je suis à l'aise à animer un atelier? Et puis finalement, est-ce que je connais les bons outils? Et donc, notre souhait, c'est qu'aujourd'hui, on arrive à vous aider à répondre à ces questions-là, à avoir certains éléments pour pouvoir déjà être plus à l'aise et vous sentir plus à l'aise à animer et à connaître certains outils. En parlant d'outils, justement, donc tout au long du webinaire, on va parler de beaucoup d'outils que nous utilisons, que nous connaissons. Je tiens juste à mentionner qu'on ne représente aucune de ces solutions, qu'on n'est pas revendeur non plus de ces solutions-là, et qu'il peut y exister aussi d'autres solutions que nous ne connaissons pas. Et donc, le plus important, en fait, c'est d'être à l'aise avec les outils qu'on connaît et d'essayer de comprendre leurs fonctionnalités pour pouvoir vraiment maximiser leur utilisation. Donc, dans les outils de collaboration, on retrouve Miro, Mural, le Microsoft Whiteboard, Google Sheet, Jamboard qui vient avec Google aussi, et Concept Board qui est aussi un board comme donc un écran de partage collaboratif comme Miro et Mural. Puis dans les outils de vidéoconférence, donc on a Teams, Zoom, Crowdcast et Google Hangout. Donc ce sont tous des outils qui sont assez intéressants avec leurs forces et faiblesses, leurs pour et contre. Donc il faut être capable de bien les connaître pour pouvoir adapter et aussi utiliser les bons outils par rapport à ce que vous voulez faire. Donc, avant de passer à nos 10 conseils, je vais me tourne encore une fois vers Olivier pour voir est-ce qu'on a des questions. Est-ce qu'on peut continuer? Oui, on a quelques questions. Il y en a une qu'on est en train de préciser. Il y a une question par rapport aux requis techniques minimaux, par rapport aux ordinateurs, les dispositifs mobiles, l'accès à Internet, la sécurité, chez la résidence du participant. Question intéressante, tu peux peut-être y répondre. On a eu une question similaire ce matin. Hein? Par rapport aux accès sécuritaires? Non, par rapport aux requis techniques minimaux que les différents outils dont tu as parlé requièrent. Comment on fait finalement pour gérer là, le fait que on n'a pas tous, en fait, c'est pas tout le monde qui a les mêmes accès, il y a une disparité là. Mm-hmm. Je pense qu'effectivement, ce qu'on va voir tout à l'heure, c'est au niveau de la préparation pour les ateliers. Donc, c'est dans nos conseils, il faut être capable au fait de préparer au maximum possible les gens à utiliser certains outils. Donc, ça, si on parle d'aisance au niveau de l'utilisation des outils. Pour ce qui est des accès et au niveau donc des fois des fonctionnalités,
même des versions. Donc, je pense qu'il faut être capable d'aller avec avec les outils que tout le monde, en fait, la majorité est capable d'utiliser. Donc, encore une fois, c'est beaucoup d'outils ont l'air très beaux, ont l'air très intéressants, mais vous êtes capable, on est capable, en fait, aussi de faire énormément juste avec un document de partage, que ce soit sur SharePoint ou que ce soit sur Teams ou que ce soit sur Google. Donc vraiment, vous pouvez faire beaucoup de choses juste en utilisant ces éléments-là et pas nécessairement en utilisant d'autres outils qui vont demander des accès que certaines personnes n'ont pas. Donc j'espère que ça répond à la question. Sinon, n'hésitez pas à nous renvoyer des questions par rapport à tout ce qui est sécurité et tout. Je pense que Étienne pourrait aussi y répondre tantôt. Donc Étienne est en background aussi pour répondre à des questions plus techniques sur le chat. Parfait, merci. Super. Alors, on va aller avec nos 10 conseils pour construire et animer donc, nos ateliers virtuels avec succès. Alors, ces 10 conseils ne sont pas les 10 commandements. Donc, c'est ce que nous, on pense être vraiment des conseils pratiques qui viennent de notre expérience, encore une fois, et qui, je l'espère, donc, vont vous aider à mieux animer et à construire surtout aussi donc, vos ateliers virtuels. Donc, on les a splittés et on les a mis dans trois phases différentes. Donc, on a identifié la phase avant, pendant et après. Donc, c'est comme ça qu'on va les organiser. Donc, le premier conseil, c'est bien évidemment d'arriver préparé et de préparer les gens à l'avance. Puis, je pense que ça fait écho un peu à la question. Donc, là, il faut être capable en tant qu'animateur, donc de vraiment préparer le workshop à l'avance, de designer différentes activités, de planifier un agenda précis. Mais la grande différence entre les ateliers, on va dire physiques et les ateliers virtuels, c'est qu'il faut essayer de penser ici au-delà de l'agenda, mais de penser au fait à l'enchaînement et au flow de l'atelier. Ce que je veux dire par là, c'est généralement, donc, vous allez avoir dans vos ateliers des grands blocs d'activités de 1 heure, 2 heures, donc vous savez qu'est-ce que vous allez faire. Et donc, généralement, vous ne pensez pas nécessairement beaucoup aux transitions comment les gens vont transitionner d'une étape à une autre, parce que vous arrivez à voir la salle, vous arrivez à lire qu'est-ce qui se passe, à être capable aussi, donc les gens sont en train de discuter et tout. Quand on le fait de manière virtuelle, on perd ces moments-là. Donc, on a aussi donc un peu un mode d'un moment, on ne comprend pas, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe lorsqu'on passe d'une étape à une autre. Et donc, ça devient important de voir, en fait, l'atelier dans son ensemble comme un flow, comme un journey, et d'être capable, donc, de le planifier, donc, de planifier tout ce flow-là, comment on passe d'une activité à une autre, quels sont les enchaînements qu'on veut faire. Donc, ça, c'est une grande différence quand on design nos ateliers virtuels. Préparer les outils de collaboration, donc essayez le maximum possible de préparer vos templates, préparer vos différentes outils que vous voulez utiliser. Donc, quand vous avez un whiteboard ou donc un écran de partage que vous allez travailler, donc d'essayer de mettre déjà à l'avance vos templates dessus. Et puis aussi envoyez-les donc aux participants, ça leur permet donc de se familiariser avec. Et puis aussi, ce que vous pouvez faire pour aider les gens justement à se familiariser, d'envoyer au fait à l'avance donc ces liens-là et certains exercices qui leur permettent, puis on va le voir dans les astuces, qui leur permettent au fait de se familiariser avec des fonctionnalités que vous voulez. Puis finalement, à ne absolument pas négliger de faire des tests avec d'autres collaborateurs, avec certaines personnes, avant de vous lancer vraiment dans l'atelier. C'est un conseil qui tient très bien pour n'importe quel atelier et meeting, mais c'est encore plus important lorsqu'on fait des ateliers virtuels avec la technologie. On s'entend que on a beau se préparer, on peut toujours avoir des surprises. Autant donc faire tout ce qu'on peut, tout ce qui est en notre pouvoir au début pour éviter ce genre de choses. Et donc, nos astuces, donc notre première astuce, c'est vraiment de prévoir un plan B. Donc, si vos outils ne fonctionnent pas, d'avoir autre chose qui marche. Nous, il y a quelques années, quelques mois, on avait un atelier qui avait été sur Whiteboard. On avait tout setup, c'était super beau. On avait nos templates et tout. On arrive au jour de l'atelier, ça ne marche pas. Whiteboard ne marchait pas, on ne sait pas pourquoi. On a eu des soucis avec. Et donc, on a dû se revirer sur un document Google qu'on a partagé, un document PowerPoint, donc partagé Google, sur lequel on a pu travailler. Et donc, on avait pu quand même réussir à faire notre atelier. Donc, j'aimerais bien vous dire que ça avait été planifié, que c'était notre plan B. Mais en fait, non, on a réussi à se
être réactif, mais voilà, donc on n'avait pas fait ça dès le départ. Si on l'avait préparé dès le départ, ça aurait été beaucoup mieux. On se serait vraiment évité de transpirer et de devoir trouver des solutions de dernière minute. Une autre astuce, donc comme j'en parlais avant, donc d'envoyer des exercices au fait aux participants. Donc c'est vraiment une belle façon, en fait, de leur donner certains devoirs, en fait, de renvoyer des liens et de leur dire, ok, voici les outils, je veux au moins que vous essayiez telle et telle fonctionnalité et donc vous envoyer le résultat lorsque ça marche. Je vous montrerai un exemple juste après. Donc c'est quelque chose de ludique et qui permet de familiariser les gens avec les outils qu'ils vont utiliser. Puis finalement, donc une astuce très facile qui est de créer une hotline pour les questions. Donc si les gens ont des problèmes au niveau de leurs accès, justement, qui n'arrivent pas donc à accéder à votre board, accéder à votre présentation, qui ne sont pas capables avec leurs outils, donc d'activer leur caméra par exemple, leur microphone, donc de vraiment créer une hotline, que ce soit un chat ou des appels pour pouvoir régler ces problèmes techniques à l'avance. Donc comme je parlais tout tantôt donc d'un exemple au fait au niveau des exercices qu'on peut donner avant ici, pour un des workshops qu'on avait à faire, donc on avait envoyé nos accès au début aux gens, on avait demandé après aux gens de rentrer dans le whiteboard, d'être capable au fait et d'utiliser le post-it. Donc nous, notre objectif c'était, on avait identifié que pendant tout notre atelier, on avait besoin, les participants auraient besoin de créer juste un post-it et de pouvoir écrire dessus. Et donc on s'est dit, autant leur apprendre à le faire avant. Et donc, on leur a demandé donc, de créer un post-it et d'écrire dessus en fait, leur nom et leurs attentes par rapport à cet atelier. Et donc, d'une pierre deux coups, on a été capable de les familiariser avec. Donc, ceux qui avaient du mal, donc, on a été capable de les assister, de leur montrer. Et donc, aussi de définir des priorités et les attentes par rapport à l'atelier que nous allons animer. Numéro 2. Conseil numéro 2, donc c'est recréer des émotions et des moments spontanés en virtuel. Je pense que ici, quand je parlais tantôt de la portion vraiment humaine, cet aspect humain qu'on perd lorsqu'on fait des ateliers virtuels, donc je peux en parler notamment donc, de tous ces éléments un peu spontanés lorsque justement il y a des conversations qui se créent, ces pauses café pendant lesquelles on parle à d'autres personnes, on peut approfondir certains sujets. Et donc, on perd un peu cette spontanéité-là et ces moments-là. Et il faut donc être capable de designer en fait, de manière intentionnelle ces éléments-là lorsqu'on pense à des activités, lorsqu'on pense à différents moments de notre workshop virtuel. Donc, l'une des façons de le faire, en fait, ce serait étant donné qu'on n'a pas beaucoup de temps et pas beaucoup d'occasions pendant l'atelier virtuel en tant que tel, de le faire en amont. Donc, d'essayer de créer une proximité entre les gens en créant des groupes WhatsApp, en partageant des biographies. Donc, c'est intéressant que les gens se connaissent un peu avant. Et je pense que ce qui est plus important aussi, c'est au moins que le facilitateur aussi soit capable de connaître les gens à l'avance. Donc, si les gens entre eux ne sont pas capables, vous, en tant que facilitateur, essayez au moins de créer un lien et moins essayer d'avoir parlé à quelqu'un, aux participants, pardon, avant d'arriver à l'atelier. Adil, par rapport à ça, puis ça fait aussi le lien avec le prochain point. Il y a quelqu'un qui demande, dans un contexte où c'est pas possible d'activer la caméra, ce qui aide souvent à obtenir de l'info sur le langage non verbal, qu'est-ce que tu peux partager comme bonne pratique? Qu'est-ce qu'on peut faire dans des cas comme ceux-là? C'est une très bonne question. Alors, c'est sûr que la caméra est clairement l'une des meilleures et bonnes pratiques que nous, on a et qu'on recommande vraiment pour les ateliers. Ce qu'on peut faire aussi, c'est, on va le voir tout à l'heure, je vais en parler rapidement, mais c'est au fait de demander aux gens comment ils se sentent. Donc, de ne pas hésiter au fait à interpeller les gens, à leur demander des commentaires, à aller vers eux, sans que ce soit de manière, on va dire, agressive ou en les mettant en the spot, mais vraiment en essayant de manière très rétroactive de demander, écoutez, qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi votre commentaire là-dessus? Donc, il faut faire beaucoup plus d'efforts là-dessus, vu qu'effectivement, on ne peut pas lire le langage physique à travers la caméra.
Donc, je continue au niveau des astuces. J'espère que ça a répondu. Puis, on va le revoir juste après tout à l'heure. Donc, par rapport à ce point, je vais revenir dessus. Au Puis je niveau vais des juste astuces. revenir, je Oui. m'excuse de t'interrompre, il y a une question qui est intéressante, Mhm. puis une précision facile, là. Donc, vous parlez de créer une hotline, comme les plateformes proposées sont des plateformes disponibles publiquement pour la hotline, est-ce que cela demande un technicien spécialisé ou bien c'est à la portée de tous de comprendre les fonctionnalités et de soutenir les utilisateurs? Je pense que, en réponse à cette question-là, c'est habituellement à la portée de tous Mhm. de comprendre les fonctionnalités. Donc, la hotline, ça peut être quelqu'un de votre département de technologie. Nous, souvent, quand on fait des ateliers, quand on fait des événements, Étienne, que vous allez peut-être voir répondre à des questions, qui est notre responsable TI, et là, il est au courant qu'on est en train de faire un événement. Donc, s'il y a des questions, il est capable de répondre. Donc, on n'a pas besoin d'aller directement vers les fournisseurs de ces plateformes-là. À l'interne, on est habituellement capable de se débrouiller puis de bien supporter les gens. Absolument, Olivier. Je n'ai rien à ajouter là-dessus. Fait que je continue au niveau des astuces. Donc, une des astuces pour recréer justement ces émotions-là, c'est de créer des plus petits groupes. Et je pense que donc, quand on parlait de recréer cette intimité, ce côté personnel, donc ça permet justement de faire ça donc, dans vos ateliers, d'essayer d'éclater un peu les grands nombres en plus petits groupes, donc de recréer un peu plus de proximité. Et puis finalement aussi, donc, de vraiment penser à des activités et des icebreakers donc, qui vont favoriser ces échanges-là. Et donc permettre aux gens de mieux se connaître. Par exemple, un des icebreakers, puis on va en parler un peu plus en détail aussi tout à l'heure, un peu plus tard, c'est qu'on aime bien faire, c'est 2 vérités et un mensonge. Donc c'est un classique qui marche très bien dans des ateliers physiques et aussi très bien dans des ateliers virtuels, dans lesquels les personnes donc, vont penser à 3 faits qui les concernent. 2 sont vrais, un est un mensonge. Et donc les autres personnes doivent à tour de rôle deviner lequel est un mensonge et les deux et lesquels sont des vérités. Donc c'est des petits exemples qui marchent assez bien. Une autre astuce qui marche aussi vraiment très bien, c'est la musique. Donc c'est magique, on est capable de le faire comme dans les ateliers physiques notamment. Donc on a souvent de la musique pour accompagner des ateliers d'idéation, donc lorsqu'on veut un peu plus d'énergie. Donc ça crée cette spontanéité-là, vous allez être capable de voir les gens bouger un peu plus, bouger leur tête pour ceux qui sont un peu plus téméraires, donc de faire même des dance moves assez bold. Puis ça vous permet aussi donc de découvrir certains talents et certains qui n'en ont pas. Donc voilà. Notre numéro 3. Donc encore une fois, donc on se rappelle, donc on est avant l'atelier, donc on est encore dans ce mindset où on pense à comment est-ce que je crée cette expérience humaine, cette proximité, ces émotions-là. Et donc, l'une des façons aussi de le faire, c'est de designer l'atelier avec des formats variables. Formats variés et variables aussi. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est déjà, si vous avez des grandes activités de 1 heure, par exemple, que vous avez l'habitude de faire dans vos ateliers physiques, il va falloir les découper et les diviser en plus petites activités. Donc, essayez de garder des activités de 15, 20 minutes, 10 minutes même. Ça peut être la même activité, mais qui a été juste décomposée pour essayer, au fait, de créer un peu ce mouvement, de créer de casser la monotonie et donc de faire un peu bouger les gens de manière virtuelle. Donc, quand je dis bouger, c'est de changer d'espace. Donc, des fois aussi, le format est variable. Donc, des fois, on est en équipe, des fois, on est tous ensemble, des fois, on peut aller tout seul. Donc, vraiment de penser à ça. Et aussi, donc, de penser aux différents supports, formats que vous pouvez utiliser. Donc, que ce soit des fois des visuels, des fois, vous avez des images, des vidéos. Et aussi, des fois, c'est des boards que vous pouvez utiliser pour le faire. Un autre point aussi très important, c'est de prévoir les pauses. Je pense que on l'a dit ce matin aussi, puis beaucoup de gens sont d'accord. On a très souvent, on oublie de prendre des pauses lorsqu'on est dans des échanges virtuels. Donc, on arrive moins facilement à se lever puis aller on va dire, aux toilettes ou aller prendre de l'eau ou autre. Donc, il faut être capable de prévoir ces pauses-là pour que les gens puissent vraiment aussi respirer puis prendre. C'est une autre forme d'activité qui rentre dans votre atelier. Il y a une question qui est en lien avec ce point-là. C'est quoi le nombre de participants maximum que tu vois pour tenir un bon atelier virtuel engageant? C'est une très bonne question. Je pense que ça dépend vraiment
de l'animateur dans un premier temps. Donc, je pense que si vous avez un animateur qui a l'habitude de faire des ateliers, on pourrait dire qu'aller jusqu'à 10 personnes dans un petit atelier, donc des plus petites équipes de collaboration. Donc, quand je parle de collaboration, c'est-à-dire que vraiment, on s'attend à ce que chaque personne va parler. Donc, jusqu'à 10 personnes à un atelier qui est un animateur qui a l'expérience et capable de le faire. Alors, par contre, pour maximiser les échanges dans des équipes, justement, c'est ce qu'on montre un peu dans le dessin en bas, c'est d'avoir des plus petites équipes, d'aller jusqu'à 4-5 personnes. Je pense que c'est vraiment un format idéal. 4-5 personnes, on arrive à, tout le monde est capable de parler. Certains outils nous permettent aussi des fois de voir juste 4 personnes dans l'écran, donc de voir leur caméra, donc c'est aussi idéal. Donc, c'est un nombre aussi qui se prête très bien à de plus petits groupes. Et donc, là, pour revenir justement à ce dessin-là, donc l'un des exemples, et c'est ce que en fait Maud avait utilisé pendant l'atelier de la firme de services en ingénierie, qui est aussi un format qu'on utilise souvent, c'est d'avoir en fait deux espaces. Un espace qui est donc une plénière, donc une sorte de forum dans lequel tout le monde est présent, pour que ce soit donc des apprentissages, des présentations. On revient aussi retour sur les activités. Et puis après, en fait, éclater ce groupe-là en plus petites équipes qui peuvent aller travailler indépendamment dans des équipes et qui sont donc, on va dire, supervisées par une centrale, donc dans laquelle se trouve le facilitateur en chef, on va dire, et donc les personnes de support technique ou des experts dont vous avez besoin. Donc pour illustrer ça, en fait, donc Zoom se prête très bien à cette disposition-là. Donc comme vous le voyez à gauche, on a vraiment toute une équipe, donc tout un groupe, donc vraiment beaucoup de personnes, beaucoup de participants. On peut aller à un nombre assez élevé. Et par la suite, donc le facilitateur est capable de créer ces breakout rooms dans lesquels il envoie donc les différentes personnes qui eux vont travailler dans des salles réduites pour faire avancer certains sujets. Donc voilà, donc avant de passer à la prochaine étape, donc pendant votre atelier, est-ce qu'il y a des questions? Il y a des questions, je vais te laisser aller parce que le temps passe vite, il est déjà 12h38, puis fait qu'on va probablement garder un petit peu pour la fin. Si jamais, inquiétez-vous pas, par contre, si on n'est pas capable de répondre aux questions pendant le webinaire, on s'assure quand on va envoyer le lien vers le webinaire, toute la liste des questions auxquelles, notamment, on n'a pas pu répondre, il va y avoir une réponse écrite. Parfait. OK. Donc, on va passer assez vite sur les prochaines, les numéros 4 qui sont assez clairs, en fait, et qui font du bon sens. Donc, c'est d'établir des règles, mais qui sont très importantes. Donc, ces règles-là, donc, au début, c'est des règles de bienséance. Puis, on a parlé tout à l'heure de la caméra. Ben, si on peut avoir la caméra, il faut fermer les micros si on ne parle pas essayer de rester le plus possible concentré aussi sur l'atelier. Donc, de pas être en multitâche avec son téléphone et autre chose, on a tendance à le faire. Et aussi donc d'être attentif à l'environnement à la maison. Et donc ce qu'on veut dire par là, c'est une des astuces qui permet de faire ça, c'est de demander aux participants s'ils ont des contraintes pour l'atelier. Et donc on se rappelle tous pour certains qui s'en rappellent de ce journaliste de la BBC qui avait été interrompu par ses enfants, donc ses enfants qui avaient hijacké complètement son appel pendant qu'il faisait une entrevue live pour la BBC. Donc ce fait divers à l'époque, donc qui a fait rire, donc maintenant il est devenu un fait normal, donc est une réalité qu'on vit. Donc c'est ce qui est important, c'est juste de demander aux gens, est-ce que vous allez avoir vos enfants autour, est-ce que vous allez avoir un livreur qui va venir, est-ce que vous allez avoir des constructions, des choses comme ça. Donc vraiment juste demander aux gens de vous laisser savoir en fait pour ne pas les mettre mal à l'aise. Donc si ces éléments-là arrivent, c'est toujours drôle. Mais juste de les préparer et de préparer aussi les gens avec qui ils travaillent à ces événements-là. En termes de règles, toujours de conduite, donc on a certaines règles de collaboration. Donc, je pense que c'est plus au niveau des plus petites équipes. Lorsqu'on parle, d'essayer donc vraiment d'éliminer les notifications sur son téléphone ou son cellulaire, être capable de respecter aussi la parole des autres. Donc, c'est encore plus important vu que on est en mode digital, donc des fois on a moins le temps, ça peut laguer en termes d'information, de vidéos et d'images, donc on ne voit pas. Donc d'essayer de respecter la parole des autres et pas parler tous les uns sur les autres.
Et finalement, donc un petit détail technique, mais d'utiliser son ordinateur plutôt que son cellulaire, tout simplement parce que certains outils collaboratifs ne sont pas très bien adaptés donc, au format cellulaire. Et donc, avec un ordinateur, c'est beaucoup plus facile. Donc, une des astuces à faire ici, c'est lorsque vous allez créer votre guide des règles, envoyez-le à l'avance aux participants. Ça va leur faire du bien. Ils vont être capables de s'adapter, de s'ajuster aussi, de le prévoir pour l'atelier, donc dans s'en imprégner, d'arriver préparé pour votre atelier. L'exemple que je vais partager avec vous ici, c'est un des exemples de règles de navigation. Donc, lors d'un atelier, donc sur ces écrans participatifs ici, c'est Miro, où donc on peut tous travailler sur le même écran. Donc, ça devient des fois compliqué avec tous les curseurs qui des fois se baladent comme des mouches sur l'écran. Et donc, une de nos collègues, Camille, a inventé donc ce qu'on appelle la prison des curseurs. Et donc, en fait, la règle est simple. Si vous n'avez pas été assigné pour mettre ou développer des post-it, écrire sur le board, vous laissez votre curseur à côté. Et donc, c'est très utile encore plus si vous êtes nombreux. Remettez-vous dans le bain. Donc, celle-ci aussi fait beaucoup de sens parce que donc on essaie ici de se rappeler que ça fait quand même pas mal, peut-être quelques jours que les invitations ont été envoyées. Les gens peut-être ont oublié aussi donc le contexte, donc de rappeler ce contexte-là, d'être capable aussi d'expliquer aux gens pourquoi ils ont été ici, ils ont été invités, c'est quoi les attentes que vous avez, mais c'est aussi c'est quoi leurs attentes à eux. Et donc, certaines activités qu'on peut faire, c'est de relire l'agenda ensemble, faire un tour de table aussi, donc pour avoir la compréhension de chacun par rapport à leur rôle, à leurs attentes. Une autre des façons qu'on fait pour récolter les attentes, c'est qu'on peut aussi préparer un petit survey au début dans l'atelier, donc de l'intégrer à notre outil et de demander aux gens de voter sur les attentes qu'ils ont pour cet atelier-là. S'il y a des éléments qui ressortent aussi et qui sont nouveaux, qui ne sont pas nécessairement dans votre problématique, vous pouvez donc créer un parking lot sur lequel vous allez être capable donc de revenir par la suite. Donc là, c'est un exemple de ce que je vous disais au début, où on avait déjà identifié certaines attentes qu'on a fait demander aux gens de voter. Bien évidemment, donc comme vous voyez, on ne demande pas aux gens de recréer des attentes. Ces attentes-là sont déjà créées pour gagner du temps, mais aussi parce que je l'espère, avant l'atelier, vous avez déjà identifié ces attentes-là pour cet atelier. Numéro 6, donc c'est de s'entourer d'une bonne équipe. C'est très important. Pourquoi? Parce que tout comme dans un atelier physique, on ne fait jamais les choses pratiquement tout seul. On a souvent des gens qui viennent nous aider. Mais là, c'est encore plus important parce que le rôle de l'animateur est vraiment crucial. Et donc, c'est important, en fait, au début, donc, de vraiment expliquer votre rôle, expliquer comment vous allez gérer donc, cet atelier. Et au fait, donc, de se rappeler que l'animateur, ici, son rôle à lui, c'est vraiment de s'assurer du bon déroulement de l'atelier. Donc, de s'assurer que les activités avancent comme il le faut, d'avoir les bons résultats et d'être capable, au fait, d'avoir la paix d'esprit un peu pour évaluer est-ce qu'on en va assez vite, est-ce qu'on est capable de changer cette activité, est-ce qu'on est capable d'être plus agile ici. Donc, de vraiment avoir ces réflexes-là. Donc, pour avoir ces réflexes-là, finalement, il faut être capable d'avoir d'autres personnes qui les supportent, par exemple, lorsqu'il y a des problèmes techniques. Et donc, nous, on a souvent donc, une personne en plus avec nous, donc qui est un helper, donc qui est quelqu'un qui est capable de gérer certains problèmes techniques. Donc, et pour revenir sur la question de tout à l'heure, donc ça peut être soit une personne effectivement en interne ou des fois une personne de votre équipe. Donc, nous, dans notre cas, donc, quand on va chez nos clients, donc on a des personnes avec nous aussi qui peuvent jouer ce rôle-là. Prévoir des facilitateurs, je pense aussi, donc c'est très important si vous avez ces petits groupes. Puis surtout en fonction donc de on va dire de la dextérité digitale et de l'aisance digitale de certains de vos groupes. Donc, vous allez juger si vous pouvez les laisser de manière autonome et venir de temps en temps intervenir dans ces salles virtuelles, comme donc dans l'exemple avec une centrale au milieu, ou sinon, est-ce que vous avez besoin vraiment d'assigner? Donc, si les gens, on va avoir du mal, vous savez que ce n'est pas des gens qui ont l'habitude et qu'il va falloir les prendre un peu plus par la main, et c'est correct, d'assigner donc des facilitateurs pour être là et aussi donc de penser à des experts qui vont être là pour répondre à des questions plus précises et plus reliées à la problématique.
Mon numéro 7, c'est par rapport à s'assurer donc la participation de tous. Et je pense que c'est vraiment, vraiment crucial. Donc, la question qu'on avait tout à l'heure, justement, touche à ça. Ce qu'on peut faire, l'une des choses qu'on peut faire qui marche très, très bien, c'est d'assigner des rôles. Donc, de demander à certaines personnes dans des groupes de jouer un rôle, que ce soit responsable du temps, de scribe, donc c'est celui qui va écrire. Donc, vraiment de trouver des rôles pour que chaque personne sente qu'elle a une contribution à faire et qu'aussi on soit capable de toucher différents aspects, différentes personnalités, les introvertis, les extroverts, donc un peu toutes ces personnes-là, et donc de s'assurer que tout le monde a une contribution. L'une des choses qu'on peut faire aussi, donc, comme j'ai répondu tout à l'heure, c'est de demander directement des commentaires. Donc, je pense que vous avez dû le remarquer si vous vous avez certainement fait beaucoup d'appels dernièrement. Lorsque quelqu'un pose une question et demande à tout le monde, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Et comme je viens de le démontrer après ça, donc on retrouve un silence complet. Donc on veut éviter ce genre de choses. On veut le maximum possible essayer, dans les cadres d'atelier, donc de vraiment avoir des réponses, donc de demander à chacun de nous donner son commentaire. Une des choses qui marche très bien, c'est d'appeler les participants par leur prénom. Vous allez voir, les gens aiment être appelés par leur prénom, donc ça va les inciter encore plus à répondre. Et donc là-dedans, certaines des astuces, je pense que le rôle de l'animateur, encore une fois, est vraiment crucial. Et le fait aussi de choisir certains exercices qui s'apprêtent plus à ce format virtuel, ça peut aider. Et c'est ce qu'on va faire dans les deux, 3 prochaines minutes, c'est vraiment de couvrir certains exercices que nous, on trouve intéressants et qui s'adaptent bien à ce format virtuel. Les premiers, c'est des exercices de diagnostic lorsqu'on essaie de comprendre une situation, de comprendre qu'est-ce qui marche le moins bien. Ceux-là, donc comme vous pouvez voir, on peut les faire sur n'importe quelle plateforme. Donc, c'est une fois que vous avez seté on va dire votre dispositif, ça peut être sur un whiteboard, sur un document ou autre. Et donc, le premier s'appelle positif, négatif, opportunité, ou en anglais plus connu sous le nom de Rose, Thorn and Bud. Et donc, ce qu'on fait ici, c'est qu'on demande aux gens de prendre des post-it et ou d'écrire tout simplement c'est quoi les éléments positifs d'un certain projet, les éléments négatifs et aussi c'est quoi les opportunités. Donc, l'idée, encore une fois, c'est d'être capable de faire participer tout le monde. Donc, chacun doit au moins en écrire un seul, au moins un ou deux, dépendamment donc de l'enjeu et de la problématique que vous avez. Le deuxième s'appelle le bateau, le sailboat. Et c'est aussi un outil très intéressant pour comprendre un peu qu'est-ce qui bloque un projet, qu'est-ce qui bloque une équipe, mais aussi qu'est-ce qui peut amener qu'est-ce qui est un enabler finalement de ce projet. Et donc, on demande aux gens de définir, les ancres. Donc, les ancres, c'est ce qui c'est ce qui, au fait, ralentit un projet, c'est un peu les irritants, les obstacles. Donc, on demande à chaque personne de prendre des post-it et d'en définir. Et le deuxième aspect, donc, c'est de définir le vent. Et donc, le vent, c'est ce qui pousse le bateau, donc c'est ce qui lui permet d'avancer. Donc, comme pour un projet ou vos équipes. En termes d'exercices, de famille d'exercices, on va dire plus de brainstorm. Donc, on a l'habitude de faire des brainstorms dans des ateliers, c'est dynamique et tout. Mais on est capable, au fait, aussi de transformer cet exercice-là, donc pour qu'il soit un peu plus adapté aussi à une réalité virtuelle où les gens sont plus silencieux, certaines personnes hésitent à divulguer leurs idées, à participer de manière plus spontanée. Et donc, c'est un brainstorm silencieux. Ça veut dire tout simplement qu'on demande aux gens de prendre 2-3 minutes, jusqu'à 5 minutes, pour réfléchir à des idées. De les écrire donc sur des post-it qui sont déjà prépopulés ou autres, et après donc de les partager aux gens. Et donc, ce qu'on s'assure là, c'est que tout le monde a au moins 1, 2, 3 idées qu'ils peuvent partager, et donc on s'assure que tout le monde a pu contribuer à cet exercice-là. Un autre exercice qui vient très très bien s'imbriquer avec le brainstorm silencieux, c'est le round robin. Et en fait, donc, ce qu'on fait, le round robin adapté aux ateliers virtuels, en fait, consiste à demander, une fois que les gens ont pensé à leurs idées, de créer un cercle à partir duquel donc,
dans lequel on va demander aux gens de parler. Donc, c'est un certain enchaînement. Donc, si on a 3 personnes, Eric, on va demander que ça va être OK, on va aller avec Eric, Maud et Martin, par exemple. Et donc, quand on va partir de chacune de ces personnes, chaque personne va avoir 10 à 20 secondes pour pouvoir présenter son idée. Donc, c'est pour ça que je disais que ça s'agence très bien avec le brainstorm silencieux parce qu'on a un ordre dans lequel on demande aux gens de parler. Donc, encore une fois, on s'assure que les gens vont pouvoir au moins participer une fois, 2 fois, dépendamment des idées qu'ils ont. Donc, j'arrive à mon numéro 8. Je pense qu'on peut prendre une question si on a une, Olivier, ou est-ce qu'on continue? Il nous reste 9 minutes. Il y a une question qui est intéressante, puis c'est un peu par rapport à ça. C'était, au-delà des techniques, justement, est-ce que tu vois, as-tu des exercices que tu suggérerais pour, si on veut mapper un processus? Donc, oui, absolument. Les exercices pour mapper des processus, c'est des process maps qu'on peut avoir. Donc, certains outils ont déjà des templates qui le font. Effectivement, là, n'importe quel outil peut nous permettre de le faire. Donc, on est plus ici dans l'objectif qui est de définir ces processus-là, donc des blocs d'un processus à un autre, et de définir chaque processus, comment est-ce qu'on arrive à passer de l'un à l'autre. On en a fait plusieurs. L'un des conseils des lessons learned qu'on a eu de ces types d'exercices-là, c'est d'être capable, au fait, de populer à l'avance, au fait, déjà un processus. Donc, de mapper déjà à l'avance une ébauche et puis d'amener ça dans l'atelier et de demander aux gens de le compléter. Donc, je pense que ça aide plus que de commencer d'une feuille blanche à mapper ces différents processus-là. Merci. Je pense effectivement, là, dans un mode virtuel, partir de la page blanche, souvent, c'est plus difficile. Donc, d'avoir une base là, va aider beaucoup. Donc, j'arrive à mon numéro 8, qui est l'un de mes préférés. Donc, c'est vraiment ne pas sous-estimer la puissance des icebreakers et energizers digitaux. Pourquoi? Encore une fois, on se rappelle le mot d'ordre, notre principe directeur un peu pour les ateliers virtuels, c'est de recréer un peu cette dynamique, de recréer cet aspect humain. Les icebreakers sont super pour ça et on a de très bons pour les ateliers virtuels. Encore une fois, de juste rappeler de vraiment créer des icebreakers et d'en identifier, d'en utiliser en fonction de qu'est-ce qu'on essaye d'accomplir. Donc, si on veut que les gens en apprennent plus les uns sur les autres, donc on va aller avec des ateliers, par exemple, comme 10 choses que nous avons en commun. Donc, les 10 choses que nous avons en commun, c'est de demander à un petit groupe ensemble, dans une discussion, de définir 10 éléments qui les réunissent et qu'ils ont en commun entre eux. Donc, si notre objectif, c'est de retrouver de l'énergie, de dynamiser les groupes, on va aller trouver des energizers un peu plus, soit des exercices virtuels, mais aussi physiques. Physiques, parce qu'on est capable, en fait, aussi de le faire. C'est pas parce qu'on est en virtuel qu'on n'est pas capable. Donc, l'un des exercices intéressants, c'est de demander aux gens de prendre une feuille, de la mettre derrière leur dos et d'essayer, en fait, de découper le plus possible, autant que faire se peut, une forme d'animal, que ce soit une tortue, ça peut être plus compliqué, un chat, un éléphant, et par la suite donc de montrer en fait le résultat aux autres personnes. Donc c'est vraiment des exercices physiques aussi, donc demander aux gens des fois même de se lever, faire 2 squats, donc dépendamment de à quel point vous aimez ou pas les gens avec qui vous allez faire des ateliers. Donc ici, l'un des exercices que nous, on aime faire, qu'on a fait aussi dernièrement, c'est le Aliens Have Come, qui est vraiment un exercice très fun pour comprendre un peu la perspective des gens par rapport à une situation. Donc ça peut être par rapport à une problématique que vous vivez, par rapport à une solution qu'on essaie d'implanter, et ainsi de suite. Nous, on l'a utilisé de manière très légère par rapport à la situation actuelle qu'on vit. Donc, on a demandé aux équipes de définir, d'expliquer à E.T. en utilisant 2 images, au fait. Donc, c'est ça l'idée, c'est d'illustrer en utilisant des images la situation actuelle. Et donc, vous pouvez voir, ça donne des résultats très drôles et ça aussi, ça permet de comprendre donc quel est le mindset des gens et à quoi est-ce qu'ils pensent en ce moment.
Si vous vous demandez ce que Danny voulait dire, c'est demander, il allait dire à Haïti de ne pas manger la chauve-souris, de manger des natas. Donc, je passe à la dernière étape, donc qui est après votre atelier virtuel. Et donc, le conseil après l'atelier virtuel, c'est tout simplement en fait de se rappeler que c'est juste une étape généralement, donc l'atelier virtuel dans votre exercice, dans votre projet. Donc, d'être capable pendant l'atelier de récapituler un peu qu'est-ce qui a été fait, d'envoyer aussi, d'expliquer les prochaines étapes, envoyer un courriel récapitulatif de ce qui s'est passé. La beauté des ateliers virtuels, c'est que vous avez déjà à peu près tout le matériel qui est déjà sur votre ordinateur. Donc, la retranscription est beaucoup plus facile pour ceux qui connaissent le struggle de reconstituer des post-it et tout. Et donc, finalement, d'envoyer ce contenu-là pour que les gens puissent continuer leur réflexion là-dessus. Et donc, comme vous avez vu au début, on avait dit que si on avait 10 commandements, 10 conseils, en fait, en réalité, on n'en avait que 9. Et ça introduit bien, en fait, finalement, notre angle mort des ateliers virtuels, qui est au fait, justement, de ne pas essayer de trop en faire. Je pense que ce qu'on voit très souvent, c'est que lorsqu'on va se convertir nos ateliers virtuels vers des ateliers physiques vers des ateliers virtuels, on essaie souvent de refaire tout ce qu'on avait imaginé, de faire des grosses activités et tout. Et donc, ce qu'on recommande, c'est vraiment d'y aller baby step, donc de vraiment essayer de faire des plus petits formats, de commencer avec des plus petits groupes, donc de vraiment un peu se faire la main et les dents là-dessus, et donc de ne pas essayer nécessairement d'arriver à un nombre rond comme 10, qui est comme nous, donc ici, donc on voulait en avoir 10. Donc, je pense que ça fait le tour de conclusions et questions. Donc, nos conclusions en 2 mots, le premier, c'est vraiment d'être intentionnel quand on crée dans notre atelier pour créer ces activités-là, ces interactions spontanées. Donc, on l'a vu, ça peut se faire à travers le format de vos ateliers, à travers les activités de icebreakers, de demander aux gens de participer. Et puis finalement, donc, de se rappeler qu'il faut avoir une nécessité de faire un atelier, donc être capable de justifier, de savoir pourquoi est-ce qu'on le fait, une structure aussi, et puis finalement, donc, de garder cet élément de focus en tête à cause des contraintes qu'on connaît, à cause de la technologie, du fait qu'on est loin de l'un des autres. Voilà. C'est bon, il nous reste, on a quelques minutes pour des questions. Il y avait une question qui nous ramène un peu, oups, ok, je me demandais si c'était sur mute, qui nous ramène un peu au début. Comment, quand on parle de faire ou de briser en petits ateliers, en petites équipes, comment est-ce qu'on le fait techniquement pour la création des équipes? Est-ce qu'on coordonne via des canaux ou est-ce qu'on laisse libre cours aux gens de se diviser en groupes? Comment ça fonctionne? L'idéal, c'est de le faire, et c'est une très bonne question, à l'avance. Effectivement, on a peut-être oublié de le dire, mais de le faire avant, donc d'avoir déjà, encore une fois, préparé peut-être une activité avant même l'atelier pour définir des équipes. Vous pouvez penser à quelque chose de drôle, encore une fois, quelque chose qui va justement créer cette proximité avant d'arriver à l'atelier. Donc, c'est ça, la beauté, c'est qu'on essaie de faire le maximum même avant que d'arriver, donc préparer aussi à l'avance, c'est vraiment pratique. OK. Donc, j'imagine, donc là, dans l'outil, on identifie tout de suite, justement, les groupes, c'est ça? C'est comme ça que ça fonctionne? Exactement. Donc, on est capable dès le départ de sélectionner c'est qui les personnes dans les breakout rooms ou de prendre 1 minute. On a déjà une liste et de le faire donc, pendant qu'on est en train que les gens sont en train de parler d'un certain point donc, et de le faire facilement. Parfait, merci. Et puis, quand tu parlais justement d'interpeller les gens, d'interpeller les participants, y a-t-il une règle, un rule of thumb de combien de fois on devrait les interpeller? Très bonne question. Honnêtement, je ne pense pas qu'il y ait vraiment une rule of thumb. Je pense qu'il faut lire aussi à travers. Je pense que si on a une caméra, on est capable de voir en fait si certaines personnes sont un peu agacées. Mais normalement, les gens ne le sont pas plus parce qu'on ne sait pas, on ne demande pas aux gens en fait de nécessairement donner une réponse particulière. Donc, ce n'est pas un examen, on demande juste un commentaire. Donc, ça peut être ici, oui, tout va bien, ben, la personne va me dire tout va bien. Donc, je pense qu'il y a beaucoup moins de sensibilité lorsque la question est bien posée. Good.
Et peut-être le temps pour une toute dernière, qu'est-ce que tu penses de cette forme d'atelier pour conduire une planification ou une rétrospective de sprint? Ah, c'est parfait. Donc, ça dépend de l'activité que vous allez faire. Donc, je pense que peut utiliser un négatif, positif, opportunité, par exemple. On peut utiliser vraiment plusieurs types d'activités, mais l'atelier virtuel se prête très bien justement à une rétrospective de sprint. C'est vraiment, on peut même, certains outils sont linkés à des backlogs, donc certains sont, Miro, je sais, et adapté avec Asana, avec Kanban aussi. Donc, on est capable de même retrouver ces outils-là, donc ça s'y prête très, très bien. Super. Écoute, il est 13h01. Merci beaucoup, Adil. Merci beaucoup à toute l'équipe, en fait, qui a participé à préparer la présentation dans nos différentes équipes. À Maud Hélène qui a été là aussi, qui nous a expliqué son cas. Merci à Adil d'avoir pris le temps. Évidemment, Étienne et Charlotte qui étaient dans le background là, qui m'aidaient à répondre aux questions. Alors, merci beaucoup tout le monde. Vous allez recevoir la présentation et le lien vers l'enregistrement au cours de l'après-midi. Je soulèverais aussi là, le fait qu'hier, on a lancé un site de consultation en mode e-commerce. Si vous avez des besoins par rapport à l'animation d'ateliers, par rapport à des cliniques de communication, on vous invite à aller visiter le site talsum.tips dans lequel on vous offre ce type de service-là et il y a la moitié des revenus vont être remis à l'accueil Bono. Donc, c'est une manière qu'on a trouvé d'aider, de contribuer à aider notre société, en fait, à sortir de la crise. Alors, allez-y, c'est un peu la consultation à l'ère du COVID-19 en mode commerce électronique. Alors, ben voilà, merci beaucoup Adil d'avoir partagé tes connaissances avec nous tous. Bon après-midi tout le monde, restez en santé et passez un bon week-end.